Incontestablement, Thierry Ardisson a révolutionné le style de l'interview politique. Cela s'est-il fait au détriment du fond ou au contraire, cette désacralisation a-t-elle rendu les politiques et leurs idées plus accessibles? Les avis sont partagés. Reste que les talk-shows de l'homme en noir sont the place to be pour les politiques depuis 20 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale de Déshabillons-les avec Thierry Ardisson, sur Thierry Ardisson, avec de nombreux extraits et des commentaires. Bonsoir à tous. Notez ces 3 rendez-vous sur Public Sénat, le 18h, avec ce débat, celui de 2010. Quelle réforme pour sauver les retraites? Face à face, dans un instant, le sénateur UMP Dominique Leclerc et le responsable de la CGT en charge des retraites, Éric Aubin. Le ministre du Travail, tout à l'heure au Sénat, estime que la seule solution sera de travailler plus longtemps. À 18h30, déshabillons-les. Thierry Ardisson a-t-il révolutionné l'interview politique? Hélène Risser posera la question avec l'intéressé. Enfin, à 19h15, conversation d'avenir. Stéphanie Bonvicini demandera à Jacques Attali comment il voit la décennie qui s'ouvre. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mardi 12 janvier. Voici les titres. Le PS frétille à nouveau, selon Martine Aubry, pour qui 2010 est l'an 1 de la reconquête. Elle annonce une proposition de loi socialiste pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. François Fillon quitterait Matignon peu avant mai 2012 et pas avant, selon un livre à paraître, La Carpe et le Lapin. Il aurait discuté l'an dernier de ce calendrier avec Nicolas Sarkozy. Charge du ministre Patrick Devedjian contre le Conseil constitutionnel après la censure de la taxe carbone. Il accuse l'institution de rendre des décisions politiques et d'être présidée par un homme politique qui s'est vivement opposé dans le passé à l'actuel président, Jean-Louis Debré. Martine Aubry martèle donc l'ambition du PS pour 2010, remporter toutes les régions qu'elle voit comme des remparts, manière aussi de mobiliser les troupes socialistes derrière elle au moment où les sondages lui sont favorables. Julie Trassard. Plus d'1 heure de discours pour mettre ses troupes en ordre de marche. Dans ses vœux de rentrée, Martine Aubry s'est posée en chef de la gauche. La gauche est moins désunie qu'hier, c'est un fait. Mais je crois qu'elle n'est pas encore aussi unie qu'il serait nécessaire. Et croyez bien que le Parti socialiste va tout faire pour cette union de la gauche face à la droite. La première secrétaire a donné le ton en faisant un vrai discours de politique générale devant tous les cadres du parti. Et à quelques mois des régionales, tous étaient d'accord pour afficher leur unité derrière Martine Aubry. Martine Aubry, mais Martine Aubry n'a pas de défaut. Défaut? Cette année, il n'y a pas de défaut au PS. Il n'y a plus de défaut, c'est fini. Et Martine Aubry, là, a bien tracé la route et a montré sa disponibilité à être aussi chef de guerre pendant cette campagne régionale. Et nous commençons une année plus positive, dans le sens où les socialistes sont rassemblés. Ils ont maintenant un calendrier sur plus d'une année. Calendrier de travail pour construire l'alternative et puis un combat important pour protéger les Français dans les élections régionales. Les bases de la réconciliation et un programme de travail sont posés pour 2010, mais pas sûr que la première secrétaire puisse tenir ses troupes après les régionales. Cette année, il faudra se pencher sur une question cruciale, l'organisation des primaires, pour choisir le candidat socialiste en 2012. Et puis un vieux serpent de mer politique refait surface. François Mitterrand, en son temps, avait été accusé de faire monter le Front National en réclamant à l'approche des élections le droit de vote des immigrés aux élections locales. Eh bien, Martine Aubry fait la même demande aujourd'hui en mettant en avant la position similaire de Nicolas Sarkozy. Éric Besson, favorable également au vote des étrangers, estime, lui, qu'il est contre-productif d'ouvrir ce débat aujourd'hui. Mort en Afghanistan de l'officier français qui avait été très gravement blessé hier lors d'une embuscade au cours de laquelle un sous-officier avait déjà été tué. Depuis 2001, 38 soldats français ont perdu la vie en Afghanistan. Le grand débat social de 2010, déjà ouvert au Sénat, comment sauver les retraites du futur alors que les comptes plongent dans le rouge dans plusieurs pays européens, on l'entend souvent. Il est question désormais de travailler parfois au-delà de 65 ans, mais un tel recul va s'opérer dans le temps. L'explication de Flora Sauvage.
En Europe, la France fait figure d'exception. Aujourd'hui fixé à 60 ans dans l'Hexagone, l'âge légal de la retraite chez nos voisins est dans l'ensemble plus élevé. Au Royaume-Uni, comme en Espagne ou en Allemagne, l'âge légal de la retraite est fixé à 65 ans. Quant aux dépenses publiques de retraite, la France arrive une nouvelle fois dans le peloton de tête. Elle représente 12% du PIB contre 11% en Allemagne, 8% en Espagne et seulement 5,7% au Royaume-Uni. Dans un contexte de révision à la baisse des dépenses publiques, de nombreux pays encouragent les salariés à constituer eux-mêmes une épargne pour leur avenir. D'autant que l'espérance de vie s'allonge, pour pallier à ce problème, plusieurs pays ont entamé une réforme de leur système de pension afin de relever l'âge normal de départ à la retraite. D'ici 2012, l'âge légal pour les Allemands sera fixé à 67 ans. Pour les Anglais, ce sera 68 ans à partir de 2046. La France et l'Espagne n'ont pas encore tranché. C'est l'un des chantiers du gouvernement pour 2010. Le départ à la retraite de Claude Guéant, mais seulement comme préfet. Le secrétaire général de l'Élysée fêtera dimanche ses 65 ans, mais il est absolument hors de question qu'il quitte ses fonctions. Bien au contraire, souligne l'Élysée dans un communiqué aujourd'hui. Et puis la mort aujourd'hui à 63 ans de Daniel Ben Saïd, un des fondateurs de la Ligue communiste révolutionnaire, proche d'Olivier Besancenot. Il était un des théoriciens les plus en vue du mouvement trotskiste en France. À suivre dans le 18h, 3 débats. Faut-il interdire la burqa? Jean-François Copé s'estime conforté aujourd'hui par François Fillon, qui s'est dit favorable à une résolution et à une loi. Faut-il taxer Google, géant qui prospère sur les contenus des autres, notamment des journaux? Et puis, quelle réforme des retraites? C'est le débat que nous ouvrons tout de suite avec nos deux invités. Les invités du 18h, Dominique Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP d'Indre-et-Loire et rapporteur de la Commission des Affaires sociales, et Éric Aubin, en charge à la CGT du dossier des retraites. Il y a eu donc un débat aujourd'hui au Sénat. Je vous propose tout de suite d'écouter un échange tout à l'heure important entre le ministre du Travail, Xavier Darcos, et le socialiste René Telade. Le problème des retraites et de leur avenir est un problème dont les enjeux sociaux, économiques sont considérables. Le choix fait il y a 60 ans d'un système fondé sur la répartition, nous le disons avec force, n'est pas négociable. Si nous voulons sauvegarder le système des retraites par répartition, nous serons confrontés au choix de savoir, de devoir allonger la durée de cotisation, diminuer le montant des pensions ou d'augmenter celui des cotisations. Je le dis donc sans ambages, dans un pays dont l'espérance de vie s'accroît d'un trimestre chaque année, nous n'avons d'autre solution que de travailler plus longtemps. Voilà, travailler plus longtemps, dit le ministre du Travail. Âge de départ, durée de cotisation, maintien ou non en l'état de l'actuel système par répartition. Toutes ces questions ont été abordées aujourd'hui au Sénat. Premier point, messieurs, d'abord, est-ce que vous êtes tous les deux d'accord pour dire que le système actuel va dans le mur si aucune mesure n'est prise? Oui. Oui. Si je puis me permettre, oui. J'écoutais mon collègue dire c'est pas négociable la répartition. Bien sûr, on est tous attachés à ce système. Pourquoi d'abord? Parce que c'est l'expression de deux solidarités entre les générations et entre les corps sociaux. D'accord. Voilà. Alors, d'abord, la nécessité d'une réforme. Nous sommes d'accord sur une réforme. Une réforme ne veut pas dire recul. Une réforme, ça peut vouloir dire aussi progrès social. Pour qui, en l'espèce? Pour les salariés. Qui peut espérer un progrès social d'une telle réforme, selon vous? Pour les salariés. Les salariés peuvent espérer, effectivement. Nous avons des propositions. On va en débattre. Et donc je pense qu'effectivement, nous pouvons jouer notamment sur les questions de financement qui permettraient d'assurer la pérennité de nos régimes de retraite sur le long terme. En vous adressant de quel côté pour trouver des ressources nouvelles? Écoutez, nous proposons un élargissement de l'assiette de cotisation. La raison qui nous conduit à proposer cette mesure, c'est que de plus en plus de revenus ne sont pas soumis à cotisation. Forcément, ça pèse sur les ressources. Donc il faut que la participation, l'intéressement, les stocks options, les bonus soient effectivement soumis à cotisation. Ça ferait déjà des rentrées importantes pour le régime de retraite. Dominique Leclerc, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut aussi chercher des revenus nouveaux là, sur une partie des revenus qui échappent à la réflexion taxation? que nous avons actuellement, c'est de dire que même si on augmente la contribution des uns des autres, c'est-à-dire des salariés et des entreprises, ça ne suffit pas. Si on augmente la durée de cotisation, ça ne suffit pas. Si on reporte l'âge légal, ça ne suffit pas.
tant les besoins sont importants. Bien sûr que dans un premier temps, je crois que cette année, on aura des variations de ces différents paramètres, naturellement à la hausse. Et devant l'enjeu qui est démographique, parce que je rappellerai que quand ce système a été créé à la fin de la guerre, il y avait 7 cotisants pour un retraité. En 1964 et aujourd'hui 1,3. D'autre part, l'allongement de la durée de la vie. En 1945, le retraité avait la décence de réclamer une pension que 6 mois. Et comme la vie augmente d'1 trimestre par an, aujourd'hui on se trouve confronté à un contexte totalement différent. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut trouver des ressources conséquentes pour assumer le fait qu'on a de plus en plus de retraités qui vivent de plus en plus longtemps. Absolument. Pour nous, c'est plutôt un progrès qu'il faut effectivement, sur lequel il faut se féliciter. Votre décence, c'était ironique. La question, la question de l'espérance de vie, quand même, doit être traitée avec sérieux, me semble-t-il, parce que il y a une différence d'espérance de vie entre salariés. Il y a des salariés qui, effectivement, vivent de plus en plus longtemps aujourd'hui, et des salariés qui vivent de moins en moins longtemps. Ils ont 7 ans d'espérance de vie en moins que d'autres salariés. C'est le cas notamment pour des ouvriers par rapport aux cadres supérieurs. Donc la question de la pénibilité sera centrale pour vous. C'est une question préalable à toute discussion sur les retraites. Un petit peu dans un débat technique. Bien sûr qu'il faut, on peut que se féliciter de l'augmentation de l'espérance de vie. Mais moi, quand on parle retraite, je voudrais qu'on n'oublie pas le vieillissement en général de la population. Car c'est vrai, pour les pensions, il suffit d'augmenter les cotisations, ou l'assiette, peu importe. Mais après, on a remarqué que quand même, maintenant, dans le 4e âge, on sollicite beaucoup plus l'assurance maladie. Il y a le problème du handicap, il y a le problème de la dépendance, il y a le problème du logement. Alors à chaque fois, on peut toujours... Leclerc, vous nous dites reculer l'âge de départ, cotiser plus longtemps, taxer plus, ça ne suffira pas à sauver le système des retraites. Alors, il y a une solution ou il n'y en a pas? Une solution miracle, le Big Bang, personne n'y croit. Par contre, si vous permettez, la Commission des affaires sociales a demandé au Conseil d'orientation des retraites de réfléchir pour que nous puissions prendre des décisions en connaissance de cause. Réfléchir sur quoi? Sur ce que font nos voisins étrangers. De moins en moins de personnes, y compris parmi les politiques, et je crois savoir parmi le gouvernement, ne croient qu'une réforme systémique peut se mettre en place en France telle qu'elle s'est mise en place en Suède. Et pourquoi? Parce qu'elle est très compliquée, elle coûterait très cher, elle mettrait très longtemps avant que nos régimes soient finalement à l'équilibre. Donc c'est, je pense, inenvisageable en France aujourd'hui. Il y a une question qu'il nous faut poser clairement concernant les financements de régimes de retraite, c'est la question de l'emploi. Effectivement, pour les seniors notamment. Mais l'emploi en général, nous avons un problème d'emploi, de sous-emploi dans notre pays, avec l'accroissement du chômage, les licenciements, et qui fait qu'effectivement, il y a de moins en moins de rentrées dans nos systèmes de protection sociale. La question des seniors, y compris, vient s'y ajouter. Aujourd'hui, on a des entreprises qui continuent de faire partir les salariés, de les exclure des entreprises à 58 ans et 9 mois. Ce chiffre-là ne bouge pas et n'a pas bougé depuis 2003. Il faut justement, si vous permettez, quand même se féliciter de la politique gouvernementale depuis quelques années, car qui est-ce, alors qu'il y a eu des alternances, on était tous responsables, qui a pris des dispositions pour justement maintenir les salariés les plus âgés dans l'entreprise, dans le monde du travail? C'est quand même les 2 derniers gouvernements. Mais on est bien d'accord là-dessus. Il y a des besoins de financement importants, mais on a des spécificités françaises. C'est quoi? C'est que les jeunes rentrent en Europe, les Français rentrent les plus tard dans le monde du travail. On est, et ça c'est toute une culture de pré-retraite qu'il y a eu pendant 30 ans, les premiers à partir du travail, et puis, c'est pas moi qui l'invente, et puis la durée annuelle du temps de travail est l'une des plus courtes. Donc il y a quand même plein de facteurs à faire évoluer. Notamment la durée du travail. Éric Aubin, est-ce que vous pourriez faire vôtre, je ne sais pas, la déclaration du ministre du Travail, on l'a entendu il y a un instant, il faudra cotiser et travailler plus longtemps. Est-ce que vous êtes prêt à vous ranger à cette idée, oui ou non? Nous sommes prêts, nous proposons que les entreprises gardent les salariés jusqu'à l'âge de la retraite, c'est-à-dire jusqu'à 60 ans. Or aujourd'hui, ils les sortent à 58 ans et 9 mois en moyenne.
Donc déjà, on résorberait une partie, du problème. Pour ceux qui ont un emploi et qui ont la chance d'avoir un boulot. Oui, mais il y a le sous-emploi aussi qui intervient, la précarité, qui fait que finalement, effectivement, on a un problème. L'emploi des jeunes. Vous parlez des jeunes qui effectivement rentrent sur le marché du travail entre 23 et 25 ans. Nous pensons, nous, qu'il faut revoir notre système de retraite, y compris revoir les systèmes de solidarité. Nous pensons qu'il faut revoir la notion de carrière complète pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Parce que les jeunes qui partent en emploi à 25 ans, s'il faut qu'ils cotisent 42 ans, de fait, ils sont à 67 ans. On a l'impression qu'à la CGT, vous avez envie de bouger sur le dossier, mais vous ne voulez pas dévoiler vraiment vos cartes pour l'instant. Mais on a tout un tas de propositions que l'on a commencé à travailler. Reculer l'âge légal de départ, qu'en pensez-vous? Non, les salariés sont très attachés à l'âge légal de départ en retraite, et je pense que ce n'est pas que symbolique. Ce n'est pas que symbolique. Le facteur emploi est essentiel, mais à ce que je sache, l'emploi, ça ne se décrète pas. C'est la bonne vie des entreprises qui conditionne un emploi. Elles ne peuvent pas garder leurs salariés s'il n'y a pas de travail. Donc, tout ce qui est fait, qui favorise l'emploi, bien évidemment, est intéressant et indispensable pour un bon régime de retraite. Ça, c'est un élément essentiel. Et là, qui dirait le contraire? Et c'est pour ça que je dis que le gouvernement s'y attelle, et il est très important qu'on travaille sur l'ensemble de tous ces facteurs, mais là encore, les chiffres sont tels, je le répète que... Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ces deux solidarités intergénérationnelles et entre les corps sociaux. Intergénérationnelles, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, comme on finance par l'emprunt les déficits liés aux retraites et à l'impôt, la dette de la France pour les fonctionnaires, ce sont déjà nos enfants et nos petits-enfants qui s'engagent sur les retraites actuellement. Et deuxième solidarité entre les corps sociaux, je le dis très calmement, il n'y a rien de plus inégalitaire en France que le système des retraites. Et ça, les Français ne le supporteront pas. Un mot, Éric Aubin, pour conclure. Pour réparer effectivement cet aspect-là, il y avait la possibilité d'avoir un dispositif reconnaissant la pénibilité, ce qui aurait effectivement été une mesure de justice sociale. Nous, on a fait un point sur les accords seniors pour terminer sur l'emploi. Les accords seniors, c'est une catastrophe. La solidarité entre les corps sociaux, la pénibilité, c'est un petit delta. C'est pas ça la solidarité. Pas de contrainte par rapport à l'emploi des seniors. Rien ne va changer pour les seniors aujourd'hui qui sont en dehors de l'emploi pour qu'ils intègrent l'entreprise. Vous avez fait pour l'aider. C'est le dossier. Le gouvernement se félicite de ces accords. Je trouve ça un peu grossier. C'est le dossier, dans le dossier plus général de la réforme des retraites. Merci, messieurs, d'avoir repris ce dialogue avec nous ce soir. La suite du 18h, et nous posons la question d'actualité également. Faut-il interdire par la loi la burqa ? Jean-François Copé poursuit donc son offensive pour une loi interdisant la burqa dans les lieux publics. Il estime que François Fillon est en phase avec le vote d'une résolution et d'une loi. Nous sommes bien rassemblés, assure le patron des députés UMP. Pourtant, des voix divergentes se font entendre. Vous le savez, dans la majorité, Nathalie Kosciusko-Morizet estime qu'il vaut mieux une résolution qu'une loi précipitée. Et Laurent Wauquiez s'en prend, lui, directement à Jean-François Copé en termes directs. Vous allez le voir. Je pense que le président du groupe UMP, qui défend le Parlement, et qui dit qu'il faut qu'il y ait un hyper-parlement qui travaille, il y a un groupe de travail au Parlement qui est en train de faire les choses, il faut laisser l'hyper-parlement travailler et que personne, pour une opération de promotion personnelle, ne dépose dans la hâte une loi à la va-vite. Voilà, une loi à la va-vite pour des raisons personnelles, c'est ce que disait le secrétaire d'État à l'emploi ce matin sur RTL. Avec nous, l'anthropologue Dounia Bouzard, bonsoir. Vous êtes auteur de La République et la burqa. D'abord, est-ce que vous considérez comme Nicolas Sarkozy la République ou la burqa? Ou la burqa. Oui, c'est bien la problématique qui nous occupe ce soir. Est-ce que vous estimez justement que la burqa n'est pas la bienvenue en France, comme le dit le chef de l'État? Je pense qu'il y a une erreur à pas faire, c'est de considérer la burqa comme une pratique religieuse musulmane et valider ça comme si c'était une conduite religieuse, alors qu'effectivement l'islam a 14 siècles, la burqa dans les discours religieux n'a que 70 ans et il s'agit bien de groupuscules sectaires. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à des groupes sectaires qui instrumentalisent les religions pour séparer les citoyens et pour les mener à l'auto-exclusion et à l'exclusion des autres. Ces femmes, effectivement, revendiquent des positions religieuses. Oui, bien sûr, comme beaucoup de mouvements sectaires. Oui. La question, c'est religion veut dire relier.
secte veut dire suivre et séparer, donc c'est pas un jugement de valeur, c'est bien quel est l'effet du discours religieux. Si ça sert à se ressourcer pour vivre ensemble, c'est une religion. Si ça sert à mener la personne à vivre qu'avec des personnes comme elle et à la coupure familiale, à la rupture sociale et professionnelle, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Mais on les entend parfois, ces femmes, dans les médias, et elles expliquent qu'elles sont heureuses ainsi. On ne peut pas les croire. Si, bien sûr. Je pense qu'en France, très peu de personnes sont obligées physiquement. Je pense que le discours d'endoctrinement est très bien fait, donne l'impression à ces jeunes qui sont souvent sans instruction religieuse, sans attache territoriale, qui ont grandi dans les trous de mémoire, qui ont un problème. Convertis, on l'a vu. Oui, parce que souvent du milieu paysan, comme par hasard, la relation à la terre, donc sans territoire, se sentant de nulle part. Et ce discours endoctrinant vient leur faire miroiter l'illusion qu'ils détiennent la vérité, qu'ils sont supérieurs au reste du monde, que les autres musulmans n'ont rien compris à leur Coran depuis 14 siècles. Donc effectivement, ils adhèrent à ce discours, ils pensent être des bons pratiquants, et c'est ça le problème. À vous écouter, instrumentalisés. Par qui et dans quel but? Alors, par rapport à la République que vous mettez en avant dans le titre de votre livre. Oui, c'est vrai que je mets en avant la République parce que la République, c'est la liberté de conscience pour vivre ensemble et plus jamais aucune vision du monde sera supérieure depuis la Révolution française. La religion du roi, pour être sujet du roi, c'est terminé. On peut ne pas croire, on peut croire en ce qu'on veut, mais on vit ensemble, on transpire ensemble, on nage ensemble, on apprend ensemble. C'est ça la République. On nage dans les piscines mixtes ensemble. Oui, tout à fait. Avec des maillots de bain. Sans créneaux réservés. Sans créneaux réservés, mais on peut nager peut-être avec des maillots de bain légèrement différents. Donc ça aussi, c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a une façon unique de se mélanger? Ou est-ce qu'on peut avoir un maillot 2 pièces? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un maillot un peu plus couvrant? Donc ça, c'est un autre débat, mais on nage ensemble. On nage hommes et femmes ensemble. Face à ces provocations que vous reconnaissez aujourd'hui, le plus simple, c'est d'interdire la burqa dans les lieux publics. Moi, je pense que si on ne fait rien, on valide ces comportements comme religieux, et puis dans 10 ans, on va dire, tiens, voilà une musulmane, quand on va voir un drap noir. Vous êtes pour la loi? Ce serait le pire des islamophobies. Je suis pour une loi, ou en tout cas, pour faire un rappel à l'ordre. Je ne sais pas si le droit le suffit ou s'il faut faire une loi, mais en tout cas, par contre, qui ne parle pas que de la burqa, ou qui ne parle pas de la laïcité ou de l'islam, ce qui leur donnerait raison, puisque ça prouverait qu'ils sont musulmans. Donc je suis pour un rappel à l'ordre, pour être choqué, parce que respecter l'islam, c'est être choqué par la burqa. Refuser la burqa, c'est quand même dire je sais qu'aucune religion monothéiste ne peut faire un comportement aussi archaïque. Je n'ai pas une représentation archaïque sur cette religion musulmane. Je sais que la modernité n'est pas incompatible avec l'islam. On vous sent passionné. Vous êtes anthropologue, je le disais, spécialiste des religions. Vous êtes aussi musulmane. C'est difficile pour une musulmane qui connaît les valeurs de l'islam, qui sait que le prophète a épousé sa patronne, voilà, qui sait que les épouses du prophète étaient des professeurs qui enseignaient envers les hommes. C'est très compliqué de voir un certain nombre de Français hésiter en se disant oui, mais il faut peut-être les respecter, la liberté de conscience. Non, il faut être choqué. C'est vraiment une preuve qu'on n'est pas islamophobe. Et quand vous croisez une femme toute de noir vêtue, comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire à ce moment-là? Je pense qu'il faut quand même s'arrêter. Je pense qu'il faut par le regard les interroger et mettre une faille dans le discours qui les a endoctrinés pour leur montrer que non, on ne passera pas à côté sans les voir parce qu'on sait que ça ne peut pas être une religion. Merci Dounia Bouzar, merci d'être venue dans le 18h ce soir. Dernière page du 18h maintenant et nous posons cette question. Faut-il taxer Google ? L'accès de la culture par le numérique, c'est une révolution comparable à celle des maisons de la culture créées par Malraux. Voilà ce que lance Frédéric Mitterrand dans Le Monde ce soir. Mais le géant américain Google suscite des craintes. Le chef de l'État veut le taxer. La réaction dans un instant de Pierre Briançon. Et il s'agit également d'encadrer la numérisation des livres que la société américaine a entamée de manière souvent autoritaire, sans se soucier des ayants droit. Bérangère Dinglat. Google devra bientôt partager le gâteau du numérique. Dans le rapport remis ce matin, Marc Tessier replace l'État au centre du processus de numérisation des livres. Il propose la création d'un partenariat entre l'État et les éditeurs. 150 millions, c'est l'argent que le grand emprunt consacrera aux livres. Chaque éditeur a sa plateforme de vente de livres, c'est notre métier. Là, il y a un investissement considérable en amont. Et cet investissement, il est nécessaire pour éviter le piratage. Donc l'État, je pense à juste titre, et Marc Tessier, sa commission l'a compris, et propose de nous aider
S'il n'y avait pas eu le grand emprunt, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Inacceptable, c'est ainsi qu'est qualifié l'accord signé entre Google et la Bibliothèque de Lyon, donnant aux géants d'Internet 25 ans d'exclusivité sur les contenus. Les Américains vont devoir accepter une autre forme de partenariat fondée sur l'échange équilibré de fichiers numérisés sans clause d'exclusivité. Pour autant, pour tous les spécialistes, la France ne peut aujourd'hui se passer de Google. Il faut un partenariat avec des opérateurs de la toile pour deux raisons. Parce que ces opérateurs ont montré qu'ils avaient le savoir-faire technique. Et en outre, parce qu'ils ont le savoir-faire technique, ils ont acquis effectivement sur la toile une position qui leur est favorable, c'est vrai. Et en même temps, par conséquent, ils ont l'argent pour le faire. Le ministre doit rencontrer en mars les dirigeants américains. Il s'agit maintenant d'aller vite pour que la langue française et sa littérature trouvent leur place sur la toile mondiale. Alors voilà pour la numérisation des livres, donc avec cette contre-proposition du ministère de la Culture, une plateforme de consultation commune. Il y a également dans l'actualité, toujours autour de Google, la volonté du chef de l'État de taxer le géant américain, je vous le disais. Invité du 18h, Pierre Briançon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur à Breaking Views, un site d'information économique, et on vous lit régulièrement dans Le Monde, où vous écrivez d'ailleurs « Taxer Google, une perverse stupidité et un acte défaitiste ». Pour vous, Google n'a aucun tort? C'est pas une question de tort ou de pas tort. Est-ce que Google n'a rien fait d'illégal? Ça, c'est à peu près. C'est pas ce que dit Frédéric Mitterrand. C'est à peu près certain. Les accords en question, même Frédéric Mitterrand, qui d'ailleurs en contradiction partielle avec ce gouvernement, tend la main à Google dans l'interview du Monde que vous avez cité, parce qu'il sait bien sans doute que hors coopération, c'est un peu absurde de poursuivre dans cette voie-là. La question c'est pas là, la question c'est plutôt contre laquelle je me mêlais, cette espèce de satanisation absolue d'une entreprise, qui a été fondée il y a 10 ans par deux étudiants dans le proverbial garage. Il y a 10 ans, Nicolas Sarkozy avait déjà été ministre de la République, une fois ou deux. Il avait déjà contribué à faire perdre une élection présidentielle. Il était responsable d'un grand parti. Ils n'ont rien fait encore une fois, d'illégal, de scandaleux. Ils n'ont pas été aidés par le gouvernement américain, donc ce qu'on propose... Pour eux, beaucoup plus fort, la technologie et la révolution numérique. Mais aujourd'hui, Google, Pierre Briançon, c'est vrai, se sert en contenu chez les fournisseurs, les maisons de disques, les journaux, et c'est uniquement Google qui gagne de l'argent. Il n'y a pas un problème. Encore une fois, n'est pas que Google qui gagne de l'argent. Google a aussi aidé considérablement le démarrage en ligne des sites d'information que vous citez, puisque leur référencement, ça renvoie aussi sur ces sites-là. Et donc, sans Google depuis 10 ans, je me demande ce que serait devenu à la fois lesmondes.fr, libération.fr et y compris les nouveaux sites d'information pure player, comme on dit en ligne. La question, c'est pas ça, c'est ce qu'on taxe là ou ce qu'on cherche à taxer, puisque Google, contrairement à ce qu'a semblé sous-entendre Nicolas Sarkozy, paye déjà des impôts en France, comme n'importe quelle opération américaine. En Irlande, où elle est basée. Je suis venu en métro à cette émission d'une manière très démocratique. Un colleur d'affiches était en train de coller de grandes affiches dans le métro pour le nouveau moteur de recherche de Google, qui s'appelle Chrome. Ils sont en France ouvertement. Enfin, c'est pas une entreprise qui est dans un paradis fiscal, qui cache ou qui dissimule ses revenus. On est basé en Irlande fiscalement. Ils font rien que de très légal dans le cadre de l'Union européenne, c'est le cas aussi. Ils font la même chose, c'est vrai. Donc le problème, c'est qu'on a cherché au fil des années à monter des espèces de concurrents soi-disant de Google qui ont tous échoué, pourtant largement subventionnés par les fonds publics, soit français, soit européens. Ça a toujours échoué parce qu'on manquait soit d'une technologie, ou d'ailleurs on manquait à la fois d'une technologie incontestable et d'un marché. Et aujourd'hui, pour vous, le combat est perdu? Aujourd'hui, je pense que le combat est perdu. Je pense que c'est une idée de corne-cul qui ne verra pas le jour parce qu'il faut de toute façon l'harmoniser dans le cadre européen, comme le disent d'ailleurs les auteurs du rapport Zelnik qui suggèrent cette taxe. Donc ça ne verra pas le jour. Et heureusement, puisque la question aujourd'hui, ça n'est pas de taxer et d'empêcher le développement de la publicité en ligne. Ce serait au contraire de favoriser la mutation de cet immense marché publicitaire des vieux médias vers les nouveaux médias. C'est ça qui permettrait notamment aux nouveaux entrants français de prospérer. Au lieu de quoi on préfère, comme d'habitude en France, le vieux principe taxe et subventionne, c'est-à-dire que l'État prélève d'un côté et va subventionner de l'autre, jetant d'ailleurs par là même le discrédit sur un certain nombre d'organes d'information. Je ne parle pas de la presse qui est aidée, qui est aidée déjà beaucoup aidée depuis 60 ans. Vous parlez des sites d'information en ligne. Mais y compris des sites d'information en ligne qui ont pris des mauvaises habitudes copier sur leurs aînés, d'aller quémander maintenant des aides publiques et qui vont se subventionner comme ça. C'est un système pervers et l'éventuelle taxe Google, encore une fois, je crois que le risque est relativement limité,
aurait la conséquence à la fois de pénaliser la mutation en cours, et pour un certain nombre de sites d'information, ça équivaudrait à se tirer dans le pied. La mutation en cours, elle va coûter cher à des médias traditionnels. Est-ce qu'ils ne risquent pas de mourir? Oui, c'est dommage, on peut regretter il n'y a pas de modèle économique pour le beaucoup. beau temps de la marine à voile et la splendeur du temps des équipages, mais enfin ça s'appelle la mutation technologique. Oui. C'est douloureux en général. Voilà, alors merci pour ce point de vue, Pierre Briançon. C'était la question que posait notre partenaire aujourd'hui, nouvelobs.com. Faut-il taxer Google? Eh bien écoutez, vous êtes convaincant? Oui, 31% seulement, non à 59%. Ce sont des internautes qui votent évidemment majoritairement sur le site du Nouvel Obs. Et là, vous étiez plus de 400. Merci à tous. C'est la fin de ce 18h. Dans un instant, déshabillons-les. Donc Thierry Ardisson a-t-il révolutionné l'interview politique? C'est la question que pose Hélène Risser avec son invité. Sur du beau corps, que vous êtes ligeon, si votre majra se rapporte à votre mâche plus. Comment se fabrique la langue française? Comment évolue-t-elle? Quelle est sa véritable influence? Une fois rien, c'est rien. Bon. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Grâce à de nombreux témoignages, ce documentaire nous plonge dans les tourbillons du français. Pourquoi Pépita sans répit m'épitu? Dans le puits, Pépita, pourquoi te tapitu? Rêver le français, le spectacle des mots. Un documentaire de Jean-Michel Gian et Philippe Lavalette. C'est sur Public Sénat. Samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Chaque semaine, dans Conversation d'avenir, avec Jacques Attali, nous évoquerons les grands enjeux de demain. Nous parlerons de l'avenir d'un conflit, d'un pays, d'une technologie, d'une matière première. Ensemble, nous réfléchirons et nous verrons où va le monde. C'est Conversation d'avenir et c'est sur Public Sénat. Sucé s'est trompé? Pardon? Sucé s'est trompé? Non plus. Non plus, bravo. Incontestablement, Thierry Ardisson a révolutionné le style de l'interview politique. Cela s'est-il fait au détriment du fond ou au contraire, cette désacralisation a-t-elle rendu les politiques plus accessibles? Les avis sont partagés, mais incontestablement depuis plus de 20 ans, le plateau de l'homme en noir est the place to be pour les politiques. Alors pourquoi s'y presse-t-il? Quelles images y renvoie-t-il? Et quels sont les ressorts de cette mise en scène? À travers les interviews de Thierry Ardisson, on peut presque suivre le fil de 20 ans de communication politique à la télévision. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale autour de Thierry Ardisson. Thierry Ardisson que nous avons fait réagir à une série d'extraits et d'images qu'on retrouve désormais sur le site de l'INA.fr. Alors, Thierry Ardisson, bonjour. Bonjour. On est ici chez vous, rue de Rivoli, dans un décor qui ressemble un peu à ceux de vos plateaux télé. C'est pour vous sentir à la télé comme chez vous ou chez vous comme à la télé? Tout à fait. La chambre, il y a du Capiton, comme le Capiton qui était derrière moi dans Tout le monde en parle. En fait, je passe mon temps dans le même décor. En fait, ça a commencé, ma première émission, je l'ai faite au POPB. Et puis je trouvais ça infernal de tourner au POPB à Bercy, donc. Et après le tournage, j'allais au bain-douche. Et un jour, je me suis dit, pourquoi tu fais pas l'émission directement au bain-douche, voilà. Et ce que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'en fait, il fallait rester dans la même ambiance. Et quand j'ai fait 93 Faubourg Saint-Honoré, c'était le Truman Show. D'accord, en fait, c'est à rapatrier le plateau télé chez soi ou créer l'univers. C'est, disons, en tous les cas, qu'il y ait le moins de différence possible entre ce que je fais dans la vie, ce que je dis dans la vie, ce que je fais à la télé, ce que je dis à la télé. Voilà, qu'il n'y ait pas de schizophrénie, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui ont tendance
à être quelque chose dans la vie et quelque chose d'autre à la télé. Moi, je suis à peu près pareil, j'espère en tous les cas. D'accord. Alors justement, on va repasser plein d'extraits de vos émissions, en s'intéressant particulièrement aux interviews que vous avez fait de politique. Ouais. Donc des politiques. Alors la première interview qu'on a retrouvée grâce à l'INA sur le site de l'INA, puisque là vous lancez votre site en partenariat avec l'INA, c'est une interview justement dans l'émission Les Bains-Douches en 1987. C'est l'interview de Jacques Chaban-Delmas. Je vous en montre un petit extrait. D'accord ? Ce soir-là, au bain, il n'y avait pas Robert De Niro, il était venu le samedi d'avant, ni Mick Jagger, ce sera la semaine prochaine, mais le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas. Merci d'être venu vous aussi, parce que dans l'émission, nous voulons toujours recevoir les gens comme lorsqu'ils sortent dans les boîtes ou dans les restaurants, c'est-à-dire en couple. Oui, c'est-à-dire ça nous fait vraiment plaisir. Nous ne sortons jamais, mais ça continue à être le bonheur. Mais quand vous sortez, c'est ensemble. Toujours. Justement, il y a une question qui nous brûle les lèvres, si vous êtes toujours très amoureux. Chaque fois qu'on vous voit dans des photos dans Paris Match, dans Jour de France, vous donnez toujours la main. Est-ce que c'est pour les photographes ou est-ce que c'est sérieux? Oh, c'est instinctif. C'est instinctif? Ah, c'est un réflexe. Ce n'est pas du cinéma. Oh, alors pas du tout. C'est naturel. Mais regardez là. C'est que vous soyez étonné. Non mais regardez là. Thierry, regardez comme elle est faite. Comment voulez-vous que je ne sois pas amoureux de cette fille? Mais là, vous allez avoir du mal ce soir pour vous donner la main. Et alors j'essaie j'essaie d'être persuasif, vous comprenez? Oui. Et quand j'arrive à être persuasif, alors j'ai un petit retour. Alors moi, ce que je voudrais maintenant, je sais qu'on est dans une boîte et je voudrais quand même que vous... Mais je crois que c'est formidable ici. Ah mais c'est la meilleure de Paris, hein, ça c'est sûr. Moi j'ai découvert ça tout à l'heure, mais avec ravissement. C'est la meilleure de Paris, les bains. Je dois dire que c'est du très bon goût, c'est très bien organisé. Et puis Julien Clerc m'a dit que c'était pas du tout drogue, macrotage et compagnie, que c'était au contraire tout à fait sain. Vous avez de bons les renseignements généraux, vous en donnez de bons renseignements. Ah ben vous savez que les renseignements... Alors, vous riez pendant l'extrait en disant bien sûr quand Jacques Chaban-Delmas parle du côté drogue, etc. Je pense qu'il le disait au deuxième degré, évidemment, parce que quand il dit je pense que c'est pas drogue, machin, je pense qu'il avait quand même dû se renseigner un peu et qu'il savait quand même que c'était un endroit où il y avait de la dope qui circulait, ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné, parce que bon, 87 c'est le moment où les politiques commencent à communiquer sur leur vie privée, on a tendance à oublier que ça date un peu déjà, et qu'est-ce qui vous a donné vous envie de faire venir des politiques dans une émission comme celle-là, avec un mélange des genres? Je pense que le politique légitime l'émission, c'est-à-dire que le fait d'avoir des politiques donne à l'émission un statut. C'est ce qui s'est passé par exemple dans Salut les Terriens que je fais sur Canal, où j'ai toujours voulu avoir des politiques parce que ça statufie. Donc là pareil, on commençait une émission au bain-douche, sur une chaîne que personne ne regardait, qui était la 5, on était à minuit le vendredi, donc pour donner du statut à l'émission, pour avoir des reprises dans la presse, les politiques c'était important. Ça c'est la première idée. La deuxième idée c'était effectivement de les montrer dans un univers où on les voyait jamais, enfin en tous les cas à l'époque, on pouvait les voir sur des plateaux de télé, dans des émissions de politique, dans des émissions peut-être un peu de variété comme Drucker, etc., mais on les voyait jamais dans une boîte de nuit, quoi. Et là c'est Chaban-Delmas, mais j'ai eu Simone Veil par exemple, c'est incroyable, le jour où Simone Veil est arrivée au bain-douche, c'était surréaliste, quoi. Mais ça apporte quoi de les voir en boîte de nuit? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vérité, quelque chose qui est dit, qu'il n'aurait pas dit ailleurs? Oui, je pense qu'enfin je n'ai pas revu toutes les interviews politiques de l'époque, mais je pense que le fait d'être là les oblige quand même à dire des choses. Par exemple là il parle de Micheline, je veux dire je pense pas que Charlotte Chabot il aurait parlé de Micheline. Donc je pense que oui, je pense que c'est les mettre dans cette situation là, ça les oblige en plus à se préoccuper un peu de ce qui se passe, quoi. Ils peuvent pas rester sur de la théorie politique. Alors, je vais juste vous montrer, on a soumis cet extrait de cette première interview à un psychanalyste spécialiste du langage, Jean-Pierre Winter, et qui livre une petite analyse, je vais vous la montrer. D'accord. Alors vous feriez par exemple une grande fête ici au bain-douche? Si j'avais l'occasion de faire une grande fête, je la ferais. Mais enfin, ce n'est pas du tout, disons, sur mon parcours. Raison de plus pour être passionné par ce que je vois ce soir, enchanté. Je regarde de tous mes yeux, je m'informe, je me documente, je vais retenir des regards, des visages, des silhouettes superbes, regardez ce colosse. Et me dire, ben voilà des gens qui passent leur nuit comme ça agréablement. Moi, je passe mes journées à travailler très agréablement aussi et à adorer ma femme. Par conséquent, ce sont des vies différentes, nous sommes d'espèces différentes. Mais ce sont les espèces différentes qui font les peuples, les grands peuples. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que Chaban-Delmas a déjà tout compris de la façon dont il peut se servir de la tribune que lui offre Ardisson pour la mettre au service de l'image qu'il veut qu'on garde de lui.
Et je trouve que c'est de la part de Ardisson assez habile d'avoir pris pour le premier homme politique à faire intervenir dans ce genre d'émission celui dont le nom est attaché à l'idée de nouvelle société. Et donc c'est un numéro de diplomatie et de duplicité, comme je pense qu'il va être très difficile de faire mieux dans la suite des émissions d'Ardisson par la suite. Mais alors vous avez quand même des moments de détente, alors... Ah, mais j'ai le bonheur, Micheline. Cette espèce de transgression, ce passage de frontière qui a fait la marque de la façon d'interviewer d'Ardisson, c'est pas seulement entre le privé et le public, et inversement du public au privé, c'est aussi une transgression intergénérationnelle. C'est-à-dire que il y a plus aucune déférence à l'égard du personnage qu'est Chaban-Delmas et qui pourrait être son père. C'est-à-dire qu'il l'interviewe, mais vraiment comme un copain. Hein. Et grand-père de la jeune femme qui est à côté. Voilà. Et grand-père de la jeune femme qui est à côté. Et ça, c'est le début de ce que je qualifierais de transgression de tout ce qui est différence instituée et qui avait cours de façon conventionnelle jusque-là. Voilà, c'est le début de la fin.